La porte s'est refermée derrière moi avec une douceur que j'avais apprise, une prudence que le temps m'avait gravée dans l'âme. Il était 6 heures something, ou peut-être 6h17, un mardi de la fin du mois de septembre. Le ciel au-dessus de notre maison coloniale à Neuilly-sur-Seine était d'un violet sombre, une menace de pluie lourde et collante qui promettait de vous imprégner les os. J'ai inspiré, j'ai attendu. Pas le bruit habituel du tapis de course de Marie, pas le sifflement de la machine à expresso. Rien. Un silence assourdissant, presque. Mes épaules se sont détendues. Sûr, je pensais être tiré d'affaire, vous voyez. Je pensais avoir gagné mon petit jeu. Marie? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. J'ai raclé ma gorge. T'es debout, chérie? Je me suis dirigé vers la cuisine, mes mocassins Gucci ne faisant aucun bruit sur le parquet ciré. Je préparais déjà mon alibi dans ma tête. La réunion a traîné. Les clients voulaient absolument aller au bar à cigares, là, près du Pont-Neuf. Mon portable était déchargé. Je ne voulais pas la réveiller en rentrant à 3 heures, alors je m'étais effondré dans la chambre d'amis. Non, attends, plutôt, je viens juste de rentrer. Il fallait que je sois impeccable. Il fallait toujours être impeccable avec Marie. Mais, et je m'en rends compte maintenant, même à ce moment-là, je me trompais d'ennemi. J'ai poussé la porte battante de la cuisine. Une pure merveille de design, ça. Du marbre de Carrare partout, des appareils Viking qui coûtaient un bras, un îlot central grand comme un petit voilier. C'était la cuisine que Marie avait dessinée elle-même il y a 3 ans, passant des heures à discuter des couleurs de joint avec l'architecte, pendant que moi je regardais ma montre, impatient, à envoyer des SMS à ma première maîtresse, une juriste prénommée Courtney. La cuisine était immaculée. Trop. D'habitude, il y avait toujours une tasse à moitié vide de tisane près de l'évier, une pile chaotique de courrier sur le comptoir, son iPad posé, avec les nouvelles du matin. Aujourd'hui, les surfaces étaient nues, sauf sur l'îlot. Au centre de l'immense dalle de marbre, une seule chose, une épaisse enveloppe jaune. Mes sourcils se sont froncés. J'ai avancé, mes pas soudain pesants. À côté de l'enveloppe, un trousseau de clés. Les siennes, celles avec le petit porte-clés en cuir que je lui avais offert à Florence il y a, 5 ans. Et puis, juste à côté, sa bague de fiançailles. Le diamant ovale de 3 carats captait la lumière grise du matin et la renvoyait avec une froideur glaciale. Mon estomac a fait un lent et douloureux mouvement. « Marie !» ai-je hurlé, la panique perçant enfin ma gueule de bois. J'ai couru vers les escaliers, les montant 2 par 2. « Marie !» J'ai fait irruption dans la chambre principale. Le lit était fait. Pas juste fait, mais défait et refait avec le linge de lit des invités, ces draps blancs et raides qu'on n'utilisait jamais. Les portes du dressing étaient grandes ouvertes. J'ai figé. Le côté de Marie était vide. Il ne manquait pas seulement ses vêtements. C'était l'intégralité de l'effacement. Les cintres, partis. Les étagères à chaussures, nues. Les niches où elle gardait sa collection de sacs à main vintage, nettoyées. Même son parfum à elle, ce mélange subtil de lavande et de pluie, semblait avoir été effacé de l'air. J'ai couru vers la salle de bain. Sa coiffeuse était vide. Pas de brosse à dents, pas de sérum, pas de brosse à cheveux, avec des mèches blondes égarées. Oh, elle n'était pas juste partie. Elle s'était désinstallée de ma vie. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. J'ai descendu les escaliers, 4 par 4, je crois. J'ai attrapé l'enveloppe jaune sur l'îlot de cuisine. Elle n'était pas scellée. J'en ai sorti une pile de documents. Le papier était épais, du papier légal. L'entête en gras ne laissait aucun doute. Tribunal de grande instance de Paris. Requête en dissolution de mariage. Laval contre Dubois. Et, attaché devant, une note manuscrite. Pas sur du papier à lettres.
sur le dos d'un reçu. Un reçu de l'hôtel du Lys Doré, un boutique hôtel chic du centre-ville. L'heure indiquée, 23h30 la veille au soir. La note disait « J'espère qu'elle valait la moitié de ton entreprise, Julien. Ne me cherche pas. Parle à Maître Legrand. » Monsieur, j'ai fixé le reçu. L'hôtel du Lit Doré. Mon sang s'est glacé. C'était là que j'avais été la nuit dernière. C'était là que j'avais été avec Sophie. J'ai cherché le numéro de chambre imprimé sur le reçu. Chambre 412. Sophie et moi, on était dans la 414. Marie avait été dans la chambre d'à côté toute la nuit. Mon cerveau ne comprenait plus rien. C'était impossible. Marie n'aurait jamais... Non, attendez. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pas vraiment. Je me souviens de l'enveloppe, oui, du diamant froid. Mais le reste, cette panique, ce cri, c'est ce que j'ai ressenti, mais c'est ce que je veux me souvenir, je crois. Ce matin-là, la gueule de bois était si forte, une chape de plomb sur ma tête. Ce n'était pas des cris, c'était un silence écrasant qui m'a glacé les sangs. Je me suis écroulé sur une chaise, le reçu froissé dans ma main moite, la sueur qui coulait dans mon dos. J'ai lu la note, 1, 2, 10 fois. La calligraphie de Marie, si élégante, si posée, si indifférente. Comment Marie, cette femme que je pensais connaître par cœur, douce, patiente, adepte des galas de charité, avait-elle pu orchestrer une disparition digne d'un roman d'espionnage? Pour le comprendre, il faut remonter 6 mois en arrière. À vrai dire, encore un peu avant même, le mariage n'avait pas explosé d'un coup. Il s'était érodé, comme une falaise battue par la mer. 12 ans ensemble. On s'était rencontrés à Sciences Po Paris. J'étais l'étudiant en commerce charismatique, avec de grands rêves et des poches vides. Marie, c'était la brillante étudiante en histoire de l'art, dont le grand-père avait, par un hasard du destin, fondé Transport Laval, un empire maritime qui couvrait toute la côte atlantique. J'ai toujours prétendu que je n'avais découvert l'argent qu'après notre deuxième rendez-vous. Marie, naïvement, avait choisi de me croire. Mais, entre nous, les détails exacts de nos débuts, je me souviens surtout de l'aura qu'elle dégageait, de son intelligence discrète. Je me souviens aussi très bien de la facilité avec laquelle j'avais glissé dans son monde. Un monde bien plus confortable que le mien. Il y a 6 mois, la dynamique a basculé. J'avais enfin décroché le poste de PDG de ma propre boîte de conseil tech, Vector Invid, une entreprise montée en grande partie grâce au capital initial que Marie m'avait prêté, puis généreusement pardonné. Le succès m'a rendu audacieux. L'audace m'a rendu négligent. Ça a commencé avec le téléphone. Le signe classique, vous savez, j'ai commencé à l'emmener avec moi dans la salle de bain. J'ai changé le code. Un soir, quand Marie m'a demandé de l'emprunter pour chercher une recette sur Google, je l'ai presque taclé pour le récupérer. C'est confidentiel, Marie. Tu sais qu'on gère des propriétés intellectuelles sensibles. Avais-je claqué, le visage marbré de rouge. Marie avait juste hoché la tête, mélangeant son risotto. D'accord, Julien, je suis désolé. Mais Marie n'était pas désolée. Elle était juste observatrice. Et putain, je réalise à quel point elle l'était. La semaine suivante, on est allé à un gala pour l'Orchestre national d'Île-de-France. J'étais tiré à 4 épingles dans mon smoking, discutant avec un groupe d'investisseurs potentiels. Marie se tenait à mes côtés, l'épouse parfaite, souriant jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. C'est là qu'elle est arrivée. Julien, je ne savais pas que tu serais là. La femme était jeune, 26 ans peut-être, des traits acérés, des yeux affamés et une robe rouge qui coûtait plus cher que ma première voiture. Sophie Martin. Sophie, avais-je dit. Ma voix avait baissé d'une octave, une réaction physiologique que je ne pouvais pas contrôler. Marie, voici Sophie Martin. Elle est notre nouvelle responsable commerciale agressive. Un plaisir, avait dit Sophie, me tendant la main. Sa poignée était ferme, ses ongles manucurés en griffes pointues.
Elle n'avait pas regardé Marie. Elle l'avait regardée à travers elle. Sophie a été essentielle pour la nouvelle fusion, avais-je ajouté, l'énergie nerveuse irradiant de moi. Oh, Julien est trop gentil, avait ronronné Sophie, posant une main sur mon avant-bras. Elle l'avait laissé là une seconde de trop. C'est le génie. Je ne suis qu'un passager. Marie l'a vu, cette électricité, la façon dont je me suis penché vers son toucher au lieu de m'en éloigner, la façon dont les yeux de Sophie papillonnaient vers mes lèvres quand je parlais. Ce n'était pas juste une coquetterie, c'était une intimité déjà établie. Marie n'avait pas fait de scène, elle n'avait pas jeté son verre de Pinot Grigio à la figure de Sophie. Elle avait simplement bu une gorgée de son vin et souri. « Ravi de te rencontrer, Sophie », avait dit Marie. Julien parle toujours en bien de son équipe. Plus tard cette nuit-là, en rentrant en voiture, j'étais euphorique. Tu as vu à quel point les frères Duval étaient impressionnés? On va conclure ce deal, Marie. On va être milliardaires. C'est merveilleux, chérie, avait dit Marie, regardant les lumières de la ville défiler. Tu es silencieuse, avais-je remarqué, desserrant ma cravate. Tout va bien? Juste fatiguée, avait-elle menti. Elle n'était pas fatiguée. Elle était en train de calculer. C'est là, le lendemain, qu'elle a fait quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle n'a pas fouillé mon téléphone. Elle ne m'a pas suivi. Elle a appelé l'ancien avocat de son grand-père, Maître Pierre Legrand. Pierre avait 70 ans, un homme qui portait des costumes 3 pièces même en juillet, et qui faisait peur aux autres avocats rien qu'en se raclant la gorge. Il gérait le trust familial Laval depuis 40 ans. Il aimait Marie comme sa propre fille, et il ne m'avait jamais fait confiance. Jamais. C'est clair maintenant. Marie, ma chère, la voix grave de Pierre était venue par le téléphone. À quoi dois-je cet immense plaisir? Pierre, avait dit Marie, sa voix d'une constance surprenante. J'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi, au niveau financier. C'est Julien? Avait demandé Pierre, sans attendre. Oui, avait-elle dit. Je veux savoir où va l'argent, plus précisément les frais de conseil des 2 derniers trimestres. J'aurai un audit légal d'ici vendredi. Autre chose? Oui, ami, avait dit Marie. J'ai besoin que tu me recommandes un détective privé, le meilleur que tu connaisses, quelqu'un qui n'existe pas sur le papier. Il y eut une pause. Puis Pierre avait laissé échapper un petit rire sinistre et grave. J'ai justement l'homme qu'il te faut. Il s'appelle Marc. Il est cher. Je me fiche du cas, Pierre, avait dit Marie, regardant la photo de notre mariage sur son bureau. Mon visage souriant, si plein de promesses. Je veux juste la vérité. La vérité, il s'est avéré, était bien pire que ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas seulement Sophie. Il y avait des dîners, des week-ends déguisés en conférences à Biarritz ou à La Rochelle, des achats de bijoux via des comptes que je pensais cachés. Mais le vrai coup de théâtre, celui qui a transformé la tristesse de Marie en acier froid, est arrivé 3 semaines plus tard. Marc, le détective, avait rencontré Marie dans un parc de Montmartre, loin de notre domicile. Il lui avait tendu une clé USB et un dossier. « Les photos sont dedans », avait dit Marc, allumant une cigarette. « Du classique. Hôtel, restaurant, des mains là où elles ne devraient pas être. Mais vous devriez lire la transcription audio à la dernière page. »« Audio ?» avait demandé Marie. « J'ai mis un micro dans sa voiture », avait haussé les épaules Marc. « Vous payez pour le forfait premium, vous obtenez le service premium. » Marie avait ouvert le dossier à la dernière page. C'était la transcription d'une conversation entre moi et Sophie 2 jours auparavant. « Julien, je ne peux pas la quitter tout de suite. Sophie, tu sais ça. Sophie, pourquoi? Tu as dit que tu t'ennuyais. Tu as dit que c'est une potiche. Julien, ce n'est pas à propos d'elle. C'est le Trust Laval. Son grand-père l'a mis en place de telle sorte que pour ses 40 ans, dans 6 mois, le contrôle total de la flotte logistique lui est transféré. Si je suis toujours son mari, j'obtiens un siège au conseil d'administration. J'obtiens l'accès aux voies maritimes pour Vector Homme Vide.
Sophie, et une fois que tu as le siège, Julien, alors je demande le divorce. Je prends la moitié de ses actifs. Je garde mon siège au conseil et toi et moi, on part vivre au Cap-Ferret. Mais je dois jouer le mari aimant jusqu'en octobre. Sophie, d'accord, mais tu ferais mieux de m'acheter quelque chose de sympa pour l'attendre. Marie a lu les mots 2 fois. Le vent faisait bruire les feuilles autour d'elle, mais elle se sentait parfaitement immobile. Je ne la trompais pas seulement, je la cultivais. J'attendais de récolter son héritage, puis de la jeter comme une cosse vide. Elle a refermé le dossier. Elle n'a pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. Elle a regardé Marc. Continue de le surveiller. J'ai besoin de connaître son emploi du temps pour le mois à venir. Chaque minute. Que comptez-vous faire, Madame Dubois? Avait demandé Marc, haussant un sourcil. Marie s'était levée, lissant sa jupe. Mon 40e anniversaire, c'est en octobre. Ça me laisse 5 mois pour arranger les choses. Non, avait dit Marie, ses yeux se transformant en glace. Pour tout brûler. Pendant les 4 mois suivants, notre foyer est devenu un théâtre, et Marie y jouait une performance digne d'un Oscar. Moi, j'étais de plus en plus arrogant de jour en jour. J'ai arrêté de cacher mon téléphone. Je rentrais plus souvent en sentant le parfum, offrant des excuses paresseuses comme « J'ai serré la femme d'un client, c'est tout ». J'étais tellement confiant dans mon plan, attendant l'anniversaire de Marie pour prendre le siège au conseil. Oh, Sénéi, que je n'ai pas remarqué le subtil changement dans l'atmosphère. Je n'ai pas remarqué que Marie avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Je n'ai pas remarqué que la collection de vins vintage dans la cave se réduisait lentement, bouteille après bouteille. Marie était occupée. Ses journées n'étaient plus remplies de déjeuners, de charité ou de séances de yoga. Elles étaient remplies de salles de guerre. Elle passait ses après-midi dans le bureau lambrissé de Maître Legrand. L'audit légal était revenu et c'était un carnage. J'avais détourné près de 400 000 € de nos comptes joints vers une société écran appelée GMR Holdings. Sophie Martin-Dubois. J'avais déjà nommé la société écran d'après ma maîtresse en utilisant mon nom de famille. Ce niveau de manque de respect ne se contentait pas de piquer. Il clarifiait tout. Il est bâcleur, avait dit Pierre un mardi après-midi, faisant glisser un épais document sur son bureau. Il se prend pour un requin, mais c'est un poisson rouge dans un aquarium à requins. Il a oublié que le capital initial pour Vecteur Vide était structuré comme une note convertible, pas un don. Marie avait pris le document. « Explique-moi comme si j'avais 5 ans, Pierre. » Pierre avait souri, un sourire de requin qui lui allait bien. « Cela signifie, ma chère, que non seulement tu possèdes la dette de son entreprise parce qu'il a manqué 3 paiements d'intérêt l'année dernière, ce qu'il t'a caché, mais tu as le droit de convertir cette dette en capital, un capital de contrôle. »« Je peux prendre sa compagnie ?» avait demandé Marie, sa voix basse. « Tu peux en prendre 60%, avait corrigé Pierre. Mais nous avons besoin qu'il signe une renonciation reconnaissant la restructuration de la dette. Si nous la présentons comme une faille fiscale pour lui faire économiser de l'argent sur la fusion à venir, il la signera sans la lire. Les hommes comme Julien ne lisent jamais les petits caractères quand ils pensent qu'ils vont économiser de l'argent. Le piège était tendu. Maintenant, Marie devait l'appâter. Ce soir-là, Marie m'avait préparé mon plat préféré, du saumon au cèdre avec des asperges. Elle était vêtue d'un doux pull en cachemire, m'avait versé un verre du Cabernet de 96 que j'aimais tant et avait attendu. Je suis rentré vers 20h15, le visage rougi et l'esprit agité. Grosse journée, Marie, énorme. Les frères Duval sont pratiquement en train de supplier d'investir. C'est formidable, chérie, avait gazouillé Marie, posant l'assiette. Tu travailles si dur. J'avais dévoré la nourriture, parlant sans fin de ma brillance, de la façon dont Vecteur Vide allait révolutionner le conseil tech. Marie hochait la tête, attendant son moment. « Oh, Julien !» avait-elle dit d'un ton désinvolte, me versant plus de vin. « Pierre a envoyé des papiers fiscaux ennuyeux aujourd'hui.
Quelque chose à propos du trust familial et de la réduction de notre responsabilité pour l'année prochaine. Il a dit que si nous restructurions la dette du prêt commercial que je t'ai fait, nous pourrions économiser environ 50 000 € d'impôts. Mes oreilles s'étaient dressées. 50 000? Avait fredonné Marie, buvant une gorgée d'eau. Je n'ai pas vraiment compris. Mais il a mis des petits autocollants signés ici. J'ai déjà signé. C'est sur le comptoir si tu veux jeter un œil. J'ai ri m'essuyant la bouche. Toi et les vieux avocats poussiéreux de ton grand-père, toujours à s'inquiéter des centimes. J'ai marché vers le comptoir, pris le stylo et feuilleté rapidement les pages. Le cœur de Marie devait battre la chamade contre ses côtes. Si je lisais la clause 4, section B, je verrais que je signais la majorité du contrôle de l'œuvre de ma vie. Mon Dieu, c'est épais, avais-je murmuré. Tu n'es pas obligé de le signer ce soir, avait dit Marie, feignant l'indifférence. Elle s'était levée et avait commencé à débarrasser la table. Je peux juste dire à Pierre que nous ne sommes pas intéressés par la déduction. Non, non, avais-je dit rapidement. 50 000, c'est 50 000. Je ne l'ai pas lu. J'ai signé mon nom avec une fioriture sur la dernière page. Julien A. Dubois. Fait, avais-je dit, jetant le stylo. Facile? Marie s'était détournée pour cacher le sourire froid qui se répandait sur son visage. Merci, chérie. Tu es si bon pour gérer les affaires. La phase suivante concernait la maison. L'accord prénuptial stipulait que tout ce qui était acquis pendant le mariage était un bien commun, soumis à un partage 50-50, sauf s'il s'agissait d'un héritage direct. La maison avait été achetée avec l'héritage de Marie, mais j'avais mis mon nom sur l'acte pour des raisons de crédit il y a des années. Elle avait besoin que je retire mon nom de l'acte. 2 semaines plus tard, Marie a simulé une dépression. Elle a pleuré à cause de la pression du prochain transfert du conseil d'administration. Elle m'a dit qu'elle était terrifiée d'être poursuivie par des syndicats de chauffeurs mécontents une fois qu'elle aurait repris Transport Laval. Ils pourraient tout prendre, Julien. Elle sanglotait sur ma poitrine. Ils pourraient prendre la maison. Moi, flairant une opportunité de jouer au héros et de protéger mon futur actif, j'avais tapoté ses cheveux. « Chut, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? » Pierre dit, il dit que si je transfère la maison uniquement dans un trust de protection de responsabilité, les syndicats ne pourront pas y toucher. Mais je ne peux pas être le fiduciaire. Ça doit être toi. Mais l'acte doit être au nom du trust, pas au nôtre. Mes yeux s'étaient illuminés. Je pensais qu'elle me donnait le contrôle de la maison via le trust. Je le ferai, Marie, avais-je dit solennellement. Je nous protégerai. J'ai signé le transfert de propriété le lendemain. Ce que je ne savais pas, parce que, encore une fois, je n'ai pas lu les statuts du trust que Pierre avait rédigés, c'est que le trust de responsabilité du bois avait une clause de dissolution. Lors du dépôt d'une demande de divorce par la bénéficiaire principale, Marie, le trust se dissoudrait et l'actif reviendrait entièrement à l'acheteur initial, Marie. Je venais de lui offrir légalement la maison, pensant que je la lui dérobais. Moment de pause. Écoutez, je dois être honnête avec vous. Tout ça, cette série d'événements, le plan de Marie, ça me dépasse encore. Je veux dire, j'étais là, n'est-ce que pas? Je l'ai vécu, mais la façon dont elle a tout ficelé, comment elle a anticipé chaque mouvement, chaque pensée égoïste de ma part, c'est d'une froideur et d'une précision qui me donne des frissons, même aujourd'hui. Je pensais que j'étais le stratège, le cerveau, et elle était juste Marie, la douce, l'artiste, celle qui se souciait des chats errants et des galas de charité. J'ai tellement sous-estimé cette femme. C'est comme si elle avait étudié mon jeu pendant des années, noté mes faiblesses, mes tics, mes certitudes idiotes. C'est terrifiant, vraiment. Je me demande, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à sa place? Auriez-vous eu cette patience, cette cruauté calculée?
Je ne sais pas si j'admire son génie ou si je hais sa vengeance. Peut-être un peu des deux. De toute façon, l'histoire continue. Et elle ne s'améliore pas pour moi. Fin septembre, la toile était complète. Marie possédait mon entreprise, Marie possédait la maison. Et grâce à Marc, elle connaissait la date de ma trahison finale. Je lui avais dit que j'avais une retraite stratégique à l'hôtel du Lidoré le soir du 30 septembre. Je prétendais que ce serait une nuit entière avec les frères Duval. Marc, le détective privé, avait confirmé la réservation. Chambre 414, réservée sous le nom de Monsieur et Madame Smith. Tellement cliché, Marie l'avait chuchoté à elle-même en regardant le calendrier. Le 30 septembre, c'était la nuit. Le matin du 30 septembre était gris et pluvieux. Je faisais ma valise pour la nuit. J'ai emballé mon meilleur costume, une bouteille de cologne, et Marie avait remarqué, avec un pincement de dégoût, une boîte de préservatifs glissée dans ma trousse de toilette. Je serais probablement rentré tôt demain matin, avais-je dit, l'embrassant sur la joue. Ses lèvres avaient la texture de feuilles sèches. Ne m'attends pas. Les frères Duval peuvent être intenses. Bonne chance, Julien, avait dit Marie. J'ai l'impression que ça va être une nuit que tu n'oublieras jamais. J'avais ri, pris ma valise et franchi la porte. Dès que ma Porsche avait quitté l'allée, l'attitude de Marie avait changé instantanément. Indian. La femme angoissée et affligée avait disparu. La PDG était apparue. Elle avait décroché son téléphone. « Pierre, il est parti. Exécute la phase 1. » Dans l'heure, une camionnette blanche s'était garée devant la maison. Ce n'étaient pas des déménageurs. C'était une équipe d'archivage. Ils n'enlevaient pas les meubles. Ils prenaient des preuves. Marie avait catalogué chaque montre chère, chaque œuvre d'art, chaque actif que j'avais acheté avec des fonds communs. Ceux-ci étaient transférés dans un entrepôt sécurisé pour être évalués en vue du règlement du divorce. Puis Marie avait fait sa propre valise. Pas pour une escapade, mais pour une réunion d'affaires. Elle avait mis son maquillage de guerre, une robe noire ajustée, des talons loup-boutin et les boucles d'oreilles en diamant que son grand-père lui avait laissées. Elle avait conduit jusqu'à Paris, son cœur battant au rythme de l'adrénaline pure. Elle était arrivée à l'hôtel du Lidoré à 18h. Elle s'était dirigée vers la réception. Enregistrement pour Marie Laval, avait-elle dit. Elle avait arrêté d'utiliser du bois pour les réservations il y a des semaines. « Bienvenue, mademoiselle Laval, vous êtes dans la chambre 412. »« Merci. Et la personne de la chambre 414 est-elle déjà arrivée? » Le concierge avait tapé sur son clavier. « Oui, madame, il y a environ 20 minutes, un monsieur Smith. »« Excellent. » Marie était montée dans sa chambre. Elle partageait un mur avec la 414. Les murs de l'hôtel du Lys Doré étaient épais, mais les balcons étaient reliés par une simple cloison de fer forgé et de lierre. Elle était sortie sur le balcon. La pluie tombait plus fort maintenant. Elle avait entendu des voix depuis le balcon voisin. La porte coulissante de la 414 était légèrement ouverte pour laisser entrer la brise. « J'arrive pas à croire qu'elle ait gobé le truc des impôts. » Ma voix avait dérivé, accompagnée du pop d'un bouchon de champagne. « Elle est crédule, Sophie. Totalement crédule. »« À nous » avait gloussé la voix de Sophie. « Aux futurs membres du conseil d'administration des Transports Laval. »« À nous » avais-je trinqué et à se débarrasser enfin de ce poids mort. Marie se tenait dans l'ombre de son balcon, écoutant. 1 mois auparavant, cela l'aurait détruite. Maintenant, cela confirmait juste qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle était retournée dans la chambre 412. On avait frappé à sa porte. Elle l'avait ouvert pour révéler 3 hommes en costume. L'un était Pierre Legrand. Les 2 autres étaient les frères Duval. Les hommes même que je pensais rencontrer, ou plutôt que je mentais sur le fait de rencontrer, étaient dans la chambre de Marie. « Messieurs, » avait dit Marie, leur faisant signe d'entrer. « Merci d'être venus. » Madame Dubois, ou devrais-je dire mademoiselle Laval, avait commencé le plus âgé des Duval, un homme bourru nommé Thomas.
Votre avocat nous a dit que vous aviez une contre-offre concernant Vector Envid. J'en ai une, avait dit Marie, s'asseyant et croisant les jambes. Depuis 2 semaines, je suis l'actionnaire majoritaire de Vector Envid. Je détiens 60% du capital. Elle avait fait glisser les papiers que j'avais signés sur la table basse. Les frères Duval avaient regardé les documents, puis s'étaient regardés. Julien vous a présenté une fusion, avait poursuivi Marie, sa voix calme et autoritaire. Il veut vous vendre l'entreprise pour 20 millions, mais Julien ne possède pas l'entreprise. Je la possède. Et quelle est votre proposition? Avait demandé Thomas Duval, intrigué. Je ne veux pas 20 millions, avait dit Marie. Je veux liquider. Je suis prête à vous vendre la propriété intellectuelle, la liste de clients et les brevets logiciels pour 10 millions. Une vente au rabais, mais l'accord doit être signé ce soir. Les yeux des frères Duval s'étaient écarquillés. C'était une affaire en or. Ils acquéraient la technologie pour la moitié de sa valeur. Pourquoi? Avait demandé le jeune frère. Pourquoi saboter votre propre mari? Ex-mari, avait corrigé Marie. Et disons simplement que je fais le ménage. Où est Julien maintenant? Avait demandé Thomas. Il nous a dit qu'il était à Bordeaux. Marie avait esquissé un sourire tendu et dangereux. Elle avait pointé un doigt manucuré vers le mur derrière elle. Il est dans la chambre d'à côté, en train de me tromper avec son assistante, dépensant de l'argent qu'il n'a plus. La pièce était devenue silencieuse. Les frères Duval avaient regardé le mur, puis Marie, avec un mélange de choc et de respect nouvellement acquis. Dans le monde des affaires, l'information était une monnaie, et Marie venait de prouver qu'elle était la personne la plus riche de la pièce. Nous signerons, avait dit Thomas, sortant d'un stylo. À 21h, l'accord était conclu. Marie avait vendu mon entreprise sous mon nez pendant que je buvais du champagne à 3 mètres d'elle. Les fonds avaient été transférés directement sur un compte fiduciaire auquel je ne pouvais pas toucher. Vector Envid n'était plus à moi. J'étais le PDG d'une coquille vide. Pierre avait rangé les papiers. « Vous êtes une femme froide, Marie, » avait-il dit, mais ses yeux brillaient de fierté. Votre grand-père aurait adoré ça. Je n'ai pas fini, Pierre, avait dit Marie. Elle avait pris le reçu de son service en chambre, une théière et un club sandwich. Elle avait retourné. Elle avait écrit la note. J'espère qu'elle valait la moitié de ton entreprise, Julien. Ne me cherche pas. Parle à Maître Legrand, monsieur. Pierre, je dois m'assurer que ça arrive sur l'îlot de cuisine à la maison avant 6 heures du matin. J'ai un vol à prendre. Où allez-vous? Paris, avait dit Marie. J'ai une nouvelle vie à commencer et Julien a un très mauvais matin devant lui. Elle avait attendu minuit. Elle avait entendu les bruits de la chambre 414 s'estomper. Elle était sortie dans le couloir, avait glissé l'écriteau, ne pas déranger, sur leur poignée de porte, juste par mesquinerie, et avait pris l'ascenseur jusqu'au lobby. Alors qu'elle sortait dans l'air frais de la nuit, elle s'était sentie plus légère que jamais depuis des années. Elle n'avait pas regardé la fenêtre de l'hôtel. Elle était montée dans la voiture qui l'attendait. « À l'aéroport, s'il vous plaît », avait-elle dit au chauffeur. De retour dans la chambre 414, je dormais du sommeil de l'ignorant, inconscient que je n'étais plus PDG, plus propriétaire et plus mari. J'étais un fantôme, et je ne le saurais qu'au lever du soleil. J'ai regardé la note sur l'îlot de cuisine jusqu'à ce que les mots se brouillent en gribouillis noirs insignifiants. Parle à Maître Legrand. La panique froide et vive a enfin percé le brouillard de ma gueule de bois. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, mes doigts tremblant si fort que je l'ai fait tomber 2 fois avant de composer le numéro de Sophie. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix ensommeillée et irritée. « Julien, il est 6h30 du matin. On vient de se quitter il y a 5 heures. » « Elle sait, ai-je haleté. « Sophie, elle sait tout. Elle est partie. »« Partie? Comment ça? » a bâillé Sophie. « Genre, chez sa mère? »« Non, son placard est vide. Elle a laissé une demande de divorce sur le comptoir. Et elle a mentionné l'hôtel. » Il y a eu une pause.
Le sommeil a disparu de la voix de Sophie, remplacé par un ton vif et calculateur. Elle a mentionné l'hôtel? Comment? Elle a laissé un reçu. Elle était là, Sophie. Elle était à l'hôtel du Lys Doré la nuit dernière. Attends, a dit Sophie, sa voix montant. Si elle sait, Julien, qu'en est-il du siège au conseil? Qu'en est-il de l'argent? Tu as dit que tu devais rester marié jusqu'en octobre. Je ne sais pas, ai-je crié, le son résonnant dans la cuisine vide et silencieuse. Je dois aller au bureau. Je dois vérifier les comptes. Rejoins-moi là-bas dans 1 heure. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, a menti Sophie avec douceur. Sophie, c'est grave. Appelle-moi quand tu auras réglé ça, Julien, a-t-elle dit. Et la ligne s'est coupée. J'ai juré et sprinté vers le garage. J'ai martelé le bouton d'ouverture de la porte de garage, dit. Rien ne s'est passé, j'ai appuyé à nouveau. Toujours rien. J'ai couru vers le panneau mural. Mort. Qu'est-ce que, ai-je marmonné? J'ai essayé de soulever manuellement la lourde porte en cèdre, forçant jusqu'à ce que mon dos craque, mais le verrou électronique était enclenché. J'étais piégé dans ma propre maison. J'ai dû sortir par la porte d'entrée et appeler un Uber, debout sur le trottoir de ma propriété de plusieurs millions d'euros, dans mon costume froissé de la veille, ressemblant à une relique de fête jetée. Quand je suis enfin arrivé au siège de Vecteur Vide, un bâtiment de verre élégant dans le quartier des affaires de la Défense, il était 7h45. J'ai marché vers les tourniquets, prêt à gérer les dégâts. J'ai passé mon badge sur le lecteur. Bip, bip, lumière rouge, accès refusé. J'ai réessayé. Bip, bip. « Hey, Jean-Luc !» ai-je crié au gardien de sécurité, un homme que j'avais ignoré tous les matins pendant 3 ans. « Il y a un problème avec le portail. Laisse-moi entrer. » Jean-Luc n'a pas levé les yeux de son écran. Il a appuyé sur un bouton de son bureau et les portes vitrées du lobby se sont ouvertes, mais pas pour me laisser entrer. 2 hommes costauds, un uniforme tactique sombre sont sortis. « Julien Dubois, a demandé l'un d'eux. « Oui, je suis le PDG de cette entreprise. Dégagez de mon chemin. »« Plus maintenant, monsieur, » a dit le garde calmement. « Nous avons reçu l'ordre de vous escorter hors des lieux. Vos effets personnels ont déjà été postés à votre domicile. »« Escorter moi ?» ai-je ri, un son aigu et hystérique. « J'ai construit cet endroit. Je le possède. » Les portes de l'ascenseur derrière le bureau de sécurité se sont ouvertes. Thomas Duval est sorti. Il portait un costume impeccable et tenait une tasse de café. Ma tasse de café. « Thomas !» ai-je crié, agitant les bras. « Dieu merci. Dis à ces gorilles à qui je suis. On a un accord à signer, n'est-ce pas? La fusion ?» Thomas Duval s'est dirigé vers la cloison de verre. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain. « Il n'y a pas de fusion, Julien, » a dit Thomas, sa voix étouffée par le verre, mais clairement audible. Nous avons acheté les actifs hier soir auprès de l'actionnaire majoritaire. Actionnaire majoritaire, c'est moi. Non, Thomas a secoué la tête. C'était mademoiselle Laval, Marie. Elle détenait de la dette. Julien, vous avez signé les papiers de conversion il y a 2 semaines. Faille fiscale, vous vous souvenez? Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. Le dîner, le vin, le doux sourire de Marie alors qu'elle me tendait des documents fiscaux ennuyeux. 50 000, c'est 50 000, avais-je dit. Je n'avais pas économisé ces 50 000. J'avais signé la cession d'une entreprise évaluée à 40 millions d'euros. Elle ne peut pas faire ça, ai-je balbutié, agrippant le tourniquet. C'est une fraude. C'est légalement contraignant, a dit Thomas. Elle nous a vendu la propriété intellectuelle et la liste de clients. Vecteur Vide n'est plus qu'une coquille vide maintenant. C'est en faillite, Julien. Et puisque vous êtes le PD de la coquille, vous êtes responsable du bail impayé de ce bâtiment, qui, soit dit en passant, est en retard de 3 mois. Thomas a bu une gorgée de café. Vous devriez probablement partir, Julien, avant que nous n'appelions la police pour intrusion. Je suis trébuché sur le trottoir.
La pluie du matin avait recommencé. J'étais là, mouillé et tremblant, les gens me dépassant avec des parapluies. Pas de voiture, pas de bureau, pas de compagnie. Mon téléphone a vibré. C'était un email de Maître Pierre Legrand. Objet, avis de quitter les lieux. Monsieur Dubois, conformément aux termes du trust de responsabilité Dubois, que vous avez volontairement établi et signé, la dissolution du mariage déclenche le retour immédiat de la propriété ciseaux 14, allée des Chênes, à l'acheteuse originale, Marie Laval. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Les serrures seront changées le jeudi à 8 heures. Cordialement, Maître Pierre Legrand, avocat. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le trottoir mouillé. L'écran s'est brisé. J'ai effacé les fissures en toile d'araignée sur mon reflet. En l'espace de 12 heures, Marie ne m'avait pas seulement divorcé, elle m'avait effacé. 3 semaines plus tard, je vivais dans un motel de la banlieue parisienne, le long de l'autoroute. La chambre sentait le nettoyant industriel et le désespoir. Mes cartes de crédit avaient été gelées en attendant l'audience de divorce. Je survivais avec l'argent que j'avais réussi à retirer avant que les comptes ne soient bloqués, environ 4 000 euros. Ça ne durerait pas longtemps. Sophie était partie. Au moment où la nouvelle a éclaté que Vector Ovid avait été liquidé et que j'étais sans le sou, elle m'a envoyé un SMS. Trop de drama pour moi. Je retourne à Lyon. Ne me contacte pas. Elle n'avait même pas pris la peine de rompre en personne. Je passais mes journées à boire du whisky bon marché et à laisser des messages vocaux à Marie qui allait directement dans une boîte de réception pleine. J'oscillais entre la rage et la supplication. Puis l'assignation est arrivée. Ce n'était pas une date d'audience. C'était une demande de déposition au bureau de Legrand & Associés. Je me suis rasé, j'ai mis mon seul costume propre restant et j'ai pris un taxi jusqu'au cabinet d'avocat. J'ai senti une lueur d'espoir. Si je pouvais juste voir Marie, si je pouvais juste lui parler, je pouvais la manipuler. J'étais bon à ça. Je jouerais la victime. Je pleurerais. Marie avait un cœur tendre. Elle céderait. J'ai pénétré dans la salle de conférence. C'était un espace intimidant, avec une longue table en verre et une vue sur le port du Havre. Le port où les navires de transport Laval accostaient actuellement. Pierre Legrand était assis en bout de table. À sa droite, Marie. Elle était époustouflante. Elle portait un tailleur crème qui criait le pouvoir. Ses cheveux étaient coupés en un bob chic et net. Elle paraissait 10 ans plus jeune. Elle ne ressemblait pas à la femme angoissée et éplorée que j'avais laissée à la maison. Elle ressemblait à une PDG. « Marie », ai-je soufflé, me dirigeant vers elle. « Bébé, s'il te plaît, il faut qu'on parle. »« Asseyez-vous, Monsieur Dubois », a aboyé Pierre. Marie n'a pas cilié. Elle m'a regardé approcher avec le même intérêt détaché qu'on pourrait porter à un insecte sur un pare-brise. Je ne voulais pas passer par des avocats, ai-je dit, m'effondrant sur la chaise en face d'elle. Marie, j'ai fait une erreur, une horrible erreur, mais toi, tu as détruit ma vie. Tu as volé ma compagnie. Tu m'as mise à la porte de notre maison. Ma maison, a corrigé Marie calmement. Sa voix était douce, dénuée de tout tremblement. Et je n'ai pas volé ta compagnie, Julien. J'ai recouvré une dette. C'est juste des affaires. Tu m'as appris ça. Je t'aime, ai-je essayé, sortant mon atout. J'ai forcé les larmes dans mes yeux. J'étais perdu. Sophie ne signifiait rien. Elle n'était qu'une distraction. J'étais stressé à l'idée de subvenir à nos besoins. Marie a ri. C'était un son sec, empreint d'humour. « Pierre, lance la bande », a-t-elle dit. Pierre a appuyé sur un bouton de son ordinateur portable. La pièce a été remplie d'un son statique. Et puis ma voix a retenti, claire comme une cloche. Ce n'est pas à propos d'elle. C'est le Trust Laval. Si je suis toujours son mari, j'obtiens un siège au conseil. Alors, je demande le divorce. Je prends la moitié de ses actifs. Je dois jouer le mari aimant jusqu'en octobre. Mon visage est devenu blanc. J'ai reconnu la conversation. C'était celle de la voiture.
Le jour où j'avais exposé le plan à Sophie. Tu as mis un micro dans ma voiture, ai-je chuchoté. Oui, a dit Marie. Je savais depuis 6 mois, Julien. Chaque fois que tu m'embrassais, je savais. Chaque fois que tu rentrais en sentant son parfum, je savais. Chaque fois que tu me mentais en face sur ton désir de protéger notre avenir, je savais que tu prévoyais de me voler tout. Elle s'est penchée en avant, ses yeux fixant les miens. Tu pensais que j'étais stupide, a-t-elle dit doucement. Ce fut ton erreur fatale. Tu pensais que parce que j'étais gentille, j'étais faible. Tu pensais que parce que je te laissais jouer à l'homme d'affaires avec mon argent, que tu l'avais réellement gagné. J'ai construit cette entreprise. J'ai claqué la main sur la table. Tu as construit un château de cartes sur une fondation que j'ai payée, a riposté Marie. Et j'ai décidé de retirer la carte du bas. Je veux un règlement, ai-je ricané, abandonnant mon rôle. Je veux une pension alimentaire. J'étais habitué à un certain style de vie. Tu ne peux pas me laisser sans rien. La loi m'autorise la moitié des biens matrimoniaux. Pierre Legrand s'est raclé la gorge. En fait, Monsieur Dubois, nous sommes prêts à vous offrir un règlement. Je me suis adossé, croisant les bras. Enfin, écoutons ça. 5 millions. Pierre a fait glisser un seul morceau de papier sur la table. Ceci est un chèque de 25 000 €, a-t-il dit. C'est une blague? Ai-je craché. Non, a répondu Marie. C'est une gentillesse. Selon l'audit légal, vous avez détourné près de 400 000 € de nos comptes joints pour financer votre liaison. Légalement, je pourrais vous poursuivre pour fraude et vol. Je pourrais vous envoyer en prison, Julien. J'ai figé. Cependant, a poursuivi Marie, se levant et lissant sa veste. Je ne veux pas passer les 2 prochaines années à vous affronter devant les tribunaux. Je veux que vous disparaissiez. Ces 25 000 € sont pour que vous puissiez recommencer ailleurs. Si vous signez les papiers du divorce aujourd'hui, vous recevrez le chèque et je ne porterai pas plainte. Si vous me combattez, je dépenserai chaque centime de mon héritage pour m'assurer que vous finissiez dans une cellule. Elle m'a regardé avec une finalité absolue. Acceptez l'accord, Julien. C'est plus que vous ne méritez. J'ai regardé le chèque, puis j'ai regardé Marie. J'ai cherché une trace de la femme qui me faisait du café et écoutait mes rêves. Elle n'était plus là. J'ai réalisé alors que j'étais complètement dépassé. Je jouais aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs en 4D. Avec une main tremblante, j'ai pris le stylo. J'ai signé les papiers du divorce. Pierre a immédiatement récupéré les papiers. Marie a posé le chèque sur la table. « Au revoir, Julien », a-t-elle dit. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. « Marie », ai-je appelé, ma voix brisée. Elle s'est arrêtée, sa main sur la poignée de porte. Elle ne s'est pas retournée. « Tout était un mensonge », ai-je demandé. Les 12 dernières années, Marie a regardé le chambranle de la porte. « Les 6 premières années ont été les meilleures de ma vie », a-t-elle dit doucement. « Les 6 dernières, j'attendais juste que tu sois l'homme que je pensais que tu étais. Mais il n'est jamais apparu. » Elle a ouvert la porte et est sortie, sans me laissant seul dans la salle en verre avec un chèque de 25 000 € et le silence d'une vie complètement démantelée. 1 an plus tard, le vent d'octobre s'engouffrait dans les rues de Bordeaux, portant l'odeur des châtaignes grillées et des gaz d'échappement. C'était le même genre de journée grise et lourde que celle où j'étais rentré chez moi pour trouver un placard vide. Mais pour Marie Laval, la météo était la seule chose qui n'avait pas changé. Marie se tenait sur le balcon du siège des Transports Laval. Le bureau était au 40e étage, surplombant le port, où des grues géantes chargeaient des conteneurs sur un navire peint dans le bleu profond caractéristique de son entreprise. Elle a bu une gorgée de son expresso. Il était 8 heures et elle avait déjà conclu un accord avec un distributeur européen qui augmenterait leur revenu trimestriel de 15 %. Mademoiselle Laval, Marie s'est tournée. Son nouvel assistant, un jeune homme vif nommé Léo, se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une tablette. La voiture est prête pour le sommet des femmes d'affaires et Maître Legrand est en ligne. « Passe-moi, Pierre », a dit Marie, retournant à son bureau,
une dalle de bois récupérée qui semblait bien plus imposante que l'îlot de marbre sur lequel elle pleurait d'autrefois. Marie, la voix de Pierre a retenti dans le haut-parleur. Je voulais juste vous féliciter. Le cours de l'action a atteint un niveau record ce matin. Nous avons travaillé dur pour ça, Pierre, a souri Marie. Comment profitez-vous de votre retraite? Je m'ennuie à mourir. Je pourrais revenir juste pour vous embêter. Au fait, je pensais que vous devriez savoir qu'une divergence est apparue dans l'audit fiscal final pour la dissolution du Trust du Bois. C'est réglé maintenant, mais cela nous a obligés à retrouver M. Dubois pour une signature. La main de Marie s'est arrêtée au-dessus de son ordinateur portable. Elle n'avait pas prononcé mon nom depuis des mois. Et il est en banlieue d'Orléans, Marie. Il travaille comme représentant commercial régional pour une entreprise de fourniture de papier. Il vit dans un studio. Il a signé les papiers sans les lire. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Marie a ressenti une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la joie. C'était simplement de l'indifférence. L'homme qui avait été autrefois le soleil autour duquel tout son monde gravitait n'était plus qu'une signature sur un formulaire fiscal en périphérie d'Orléans. « Merci, Pierre », a-t-elle dit. « Je dois y aller. Je suis la conférencière principale du sommet. »« Allez-y, tigresse. » Le vieil avocat en rit. Marie a attrapé son manteau. En sortant, elle a aperçu son reflet dans les portes vitrées. Elle portait la montre Patek Philippe qu'elle s'était achetée le mois dernier, le modèle exact que j'avais toujours lorgné, mais que je ne pouvais pas me permettre. Elle lui allait mieux. Pendant ce temps, à Orléans, je suis assis dans un cubicule gris qui sent le café rassis et le nettoyant pour tapis. Ma cravate est en polyester bon marché et elle m'étrangle. Kyle, un manager de 25 ans avec une barbe inégale et un casque, se penche par-dessus la cloison. « Dubois, t'es en dessous de ton quota pour le mois. Si tu ne vends pas 500 unités de papier d'ici vendredi, il va falloir qu'on ait une conversation sur ton avenir ici. » Je m'en occupe, Kyle, et je m'emmonnaie, la mâchoire serrée. Les prospects sont faibles. Les prospects sont bons, c'est juste toi qui ne conclus pas, et claqué Kyle, faisant claquer un chewing-gum. Au téléphone! Je fixe le téléphone. Je déteste le téléphone. Chaque fois qu'il sonne, j'espère que c'est une erreur. J'espère que c'est un recruteur qui me dit que Vector Envid est de retour, que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Mais Vector Envid a disparu. Les frères Duval l'ont dépouillé et ont intégré la technologie à leur propre système. Ma réputation à Bordeaux est radioactive. Personne n'engagera un PDG qui a été déjoué si publiquement par sa femme. J'ai dépensé les 25 000 € de mon règlement en 3 mois, essayant de maintenir mon style de vie, achetant des tournées de boissons pour des femmes qui ressemblaient à Sophie. Ah, c'est Sophie, mais qui partait dès que ma carte de crédit était refusée. Sophie, je l'ai recherchée une fois. Elle est mariée maintenant à un dermatologue à Nice. Elle publie des photos de ses Golden Retriever et de sa vie parfaite. Elle ne m'a jamais mentionné. J'étais juste une pierre d'achoppement sur laquelle elle avait trébuché. J'ai soupiré et j'ai ouvert mon navigateur pour consulter les nouvelles, essayant de retarder les inévitables appels à froid. J'ai cliqué sur Business Insider. Le titre en première page m'a fait arrêter le cœur. La tempête silencieuse. Comment Marie Laval a transformé une marque logistique historique en un géant technologique moderne? Elle était là. La photo était haute définition, glacée et terrifiante. Marie était assise sur le bord d'un bureau, les bras croisés, regardant directement l'appareil photo. Elle avait l'air puissante, elle avait l'air létale et elle était magnifique. J'ai lu l'article, les yeux piquants. Interrogée sur son ascension rapide au succès au cours de la dernière année, Mademoiselle Laval attribue cela à une restructuration de sa vie personnelle et professionnelle. « J'ai appris que le poids mort vous ralentit, » dit Laval. « Parfois, il faut couper l'ancre pour laisser le navire voguer. » L'ancre, j'étais l'ancre. Je n'étais pas le capitaine. Je n'étais pas le visionnaire.
J'étais juste le lourd poids rouillé qui l'avait tiré vers le bas pendant 12 ans. Et au moment où elle m'a coupé les amarres, elle s'est envolée. Une larme a coulé de mon œil et a éclaboussé ma cravate en polyester bon marché. Dubois, moins de lecture, plus de numérotation, ait crié Kyle de l'autre bout de la pièce. J'ai fermé la fenêtre du navigateur, j'ai décroché le téléphone, j'ai composé un numéro pour une entreprise d'impression de taille moyenne à Clermont-Ferrand. Bonjour, ai-je dit, ma voix tremblant. J'ai raclé ma gorge, essayant de retrouver le charme qui venait si facilement autrefois, le charme qui m'avait valu Marie, le charme que j'avais gâché avec des mensonges. C'est Julien de Solutions Papier Élite. Avez-vous une minute pour parler de vos besoins en photocopieur? La ligne a grésillé. Pas intéressé, a dit la voix, et elle a raccroché. La tonalité a bourdonné dans mon oreille. C'était un son solitaire, monotone. C'était le son de ma nouvelle vie. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé l'écran vide où le visage de Marie avait été. J'ai enfin compris le prix de ma trahison. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas de la maison. C'était de la réalisation que j'avais tenu un diamant dans ma main, l'avais pris pour du verre et l'avais jeté. Et maintenant, je devais le regarder briller de loin, pour toujours hors de portée. Aujourd'hui, qui sait? Parfois, je me dis que c'est ce qui devait arriver, que c'est la leçon que j'avais besoin d'apprendre. Parfois, je me dis que j'ai tout gâché, que je suis passé à côté de l'essentiel. Probablement les deux, en fait. C'est comme ça, la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais bizarrement, cette vie que je n'ai pas choisie, elle est bien la mienne. Et je dois vivre avec.